Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Ce cours donc sur l'utilisation des nanotechnologies, des nanovecteurs de médicaments et toute la problématique qui est très importante d'interaction avec les cellules, parce que vous savez que finalement beaucoup de cibles thérapeutiques se trouvent à l'intérieur des cellules et c'est évidemment l'interaction des vecteurs, des nanomédicaments avec leur contenu en médicaments, avec les différents types cellulaires de l'organisme qui vont évidemment permettre de définir l'activité thérapeutique, voire toxicologique, parce qu'aujourd'hui, je vous parlerai d'activité thérapeutique par rapport à l'interaction avec les cellules, mais aussi d'aspects de temps en temps toxicologiques. Alors, tout d'abord, quelles sont les voies d'entrée des nanovecteurs avec les cellules? Alors, pour ceux qui n'ont pas assisté au premier cours et à la leçon inaugurale, je vous rappelle que la plupart des nanovecteurs vont avoir une taille de quelques dizaines à quelques centaines de nanomètres. Et de ce fait-là, comme j'ai l'habitude de le dire, eh bien, ces systèmes ressemblent finalement aux particules naturelles de l'organisme. Nous le verrons, que sont les virus, que sont les bactéries. En termes de taille, ces vecteurs ont une taille intermédiaire entre ces particules naturelles. Et donc, ces nanovecteurs vont interagir avec la cellule un petit peu à la manière de certaines de ces particules naturelles. Alors, est représentées ici les différentes voies d'entrée dans la cellule. Vous voyez qu'il y a tout d'abord la phagocytose. Ce sont en général des particules plutôt importantes en taille qui vont se recouvrir, vous le voyez, d'un certain nombre de protéines plasmatiques, notamment ce que l'on appelle les opsonines. Et vous voyez que la voie d'entrée par la phagocytose va commencer avec une exvagination de la membrane cellulaire. Il y a alors toute une série de mécanismes dits d'endocytose et qu'on va pouvoir distinguer en fonction des protéines qui vont jouer un rôle dans ce processus d'internalisation. Alors, vous voyez qu'il y a, par exemple, ici, l'endocytose qui est médiée par l'intermédiaire de la clatrine. Alors, la clatrine, vous voyez, il y a une espèce de réseau de clatrine, qui est cette protéine rouge, qui va venir finalement rigidifier, solidifier la vésicule d'endocytose. Vous avez également la voie de l'endocytose qui est médiée par ce que l'on appelle les cavéolés. Les cavéolés, ce sont également des protéines qui sont représentées ici en vert et qui vont former, vous le voyez, des dimères. Et ces dimères vont venir, vous le voyez, tapisser également la partie, je dirais, externe de la vésicule d'endocytose. Alors, vous allez avoir un deuxième type pour ces deux types d'endocytones, clatrine dépendant et cavéolé dépendant. Vous voyez, vous allez avoir un deuxième type de protéine qui va intervenir. Vous le voyez, c'est la dynamine. Alors, la dynamine, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, en fait, elle va pincer, vous le voyez, le col de la vésicule d'endocytose pour ensuite, on va le voir, la fermer. Donc, que ce soit la voie d'entrée par endocytose via la clatrine ou via les cavéolés, vous avez toujours l'action de la dynamine qui va permettre de rétrécir le col de la vésicule d'endocytose. Alors, vous avez également, c'est ce que vous voyez ici en E, des mécanismes d'endocytose qui sont indépendants des cavéolés et qui sont indépendants de la clatrine. C'est-à-dire que ces deux types de protéines n'interviennent pas dans l'internalisation des nanovecteurs par les cellules. Ce sont les autres mécanismes d'endocytose. Et puis, vous le voyez, il y a aussi la macropinocytose qui ressemble un petit peu à la phagocytose, mais qui correspondra plutôt à des molécules et à des particules plus petites. Et vous voyez que là, eh bien, vous allez en fait avoir des protéines d'actine qui vont interagir pour la réalisation de l'exvagination de la membrane cellulaire. Donc ça, en gros, phagocytose, endocytose, macropinocytose, c'est, je dirais, la porte d'entrée de la cellule pour ces nanovecteurs. Alors maintenant, vous allez le voir et on va rentrer dans le détail.
avec les systèmes nanoparticulaires, avec les nano-objets pour la vectorisation des médicaments, c'est quand même souvent la voie des clatrines qui va être privilégiée. Et la voie des clatrines, elle est développée plus en avant ici. Vous voyez qu'en fait, comme je vous le disais, vous avez les molécules, le squelette de clatrine qui va petit à petit se former à la surface de la vésicule d'endocytose. Ensuite, vous avez la dynamine qui va pincer le col de la vésicule d'endocytose. Et puis, vous allez avoir ce que l'on appelle un endosome, c'est-à-dire une vésicule d'endocytose, mais qui va être, vous le voyez, recouverte de ce réseau de clatrine. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure que la vésicule d'endocytose va maturer, eh bien, vous voyez que les protéines de clatrine vont ensuite se désorganiser et quitter, je dirais, la membrane, l'espace membranaire de cette vésicule d'endocytose. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-il intéressant de savoir si ces nanomédicaments, si ces nanovecteurs chargés en médicaments rentrent par la voie de l'endocytose, médiés par la clatrine, médiés par les alvéolés, s'ils rentrent par de la macropinocytose, quel est l'intérêt de savoir tout cela? Eh bien, vous voyez ici que, je dirais, la distribution intracellulaire et le trafic intracellulaire de ces nanovecteurs va être extrêmement différent suivant qu'on a la voie de l'endocytose médiée par la clatrine ou la voie de l'endocytose médiée par les cavéolés. En effet, vous voyez que commençons par l'endocytose médiée par la clatrine. Donc, comme je vous l'ai expliqué, la voie d'entrée fait intervenir un réseau de clatrine qui va recouvrir la vésicule d'endocytose lorsque l'on a ce que l'on appelle un endosome qui est précoce. Et puis, vous le voyez, la couverture de clatrine va en fait disparaître de la membrane endosomale et l'endosome petit à petit va maturer et petit à petit il va, par des mécanismes divers et variés, il va s'acidifier. Et à un certain moment, vous voyez ici que cet endosome, qui contient donc le nanomédicament, va fusionner avec ce que l'on appelle un lysosome primaire, que vous voyez ici en orange, qui est originaire de l'appareil de Golgi, qui va fusionner avec l'endosome, et il se fait que ce lysosome primaire contient des quantités considérables d'enzymes. En d'autres termes, vous voyez que le lysosome va déverser des quantités considérables d'enzymes dans ce que l'on va appeler ensuite un lysosome secondaire. Et donc, le lysosome secondaire, c'est vraiment l'organe de digestion de la cellule, c'est l'estomac de la cellule. Ces vésicules d'endocytose sont bourrées, 1 d'enzymes et 2 sont à pH acide, entre, disons, 4,5 et 5,5 ou 6. Et vous comprenez bien que quand vous avez un nanomédicament qui pénètre par la voie des clatrines et qui termine dans un environnement lysosomial, ça peut avoir un avantage et ça peut avoir un inconvénient. Quel est, soyons optimistes, l'avantage d'abord? Eh bien, c'est que comme vous avez évidemment des enzymes, ces enzymes vont être capables de couper, d'hydrolyser le matériel vecteur. Alors, si vous utilisez des lipides, si vous utilisez des polymères biodégradables, comme on l'a vu lors des 2 premiers cours de cette chaire, eh bien, ces enzymes vont pouvoir, vous le voyez, hydrolyser, par exemple, la matrice polymère ou le matériau vecteur. Et le matériau vecteur étant hydrolysé, eh bien, vous voyez que le médicament va être libéré dans l'espace lysosomial. Alors, ou bien ce médicament va être capable de diffuser à travers la membrane lysosomiale, par exemple pour avoir une action au niveau du noyau, et on aura évidemment une activité thérapeutique, par exemple avec des anticancéreux qui vont venir, je dirais, agir au niveau de l'ADN nucléaire. Mais si vous avez un médicament qui n'est pas capable de passer la membrane lysosomiale et qui est lui-même sensible aux enzymes des lysosomes, eh bien, ce médicament ici va être dégradé. Et donc, le fait d'avoir une voie d'entrée dans la cellule qui se fait via l'endocytose et qui est finalement une voie dégradative, eh bien, peut amener à avoir des médicaments inefficaces, simplement, vous le voyez, parce qu'ils seront libérés dans un espace qui est riche en enzymes.
Alors évidemment, tous les médicaments ne sont pas sensibles aux enzymes, ne sont pas hydrolysables, ne sont pas métabolisables, mais certains le sont, en particulier les peptides, les protéines, les acides nucléiques. On essaye en général d'éviter cette voie d'endocytose, même si l'avantage de cette voie, c'est qu'elle va dégrader le matériel vecteur, ce qui doit être fait pour ne pas avoir justement de la toxicité par accumulation de matériel vecteur à l'intérieur de la cellule. Disons qu'en gros, la macropinocytose, eh bien, elle suit à peu près, et ne rentrons pas dans les détails, le même type de trajet. On termine dans les lysosomes. Par contre, vous le voyez, l'endocytose par la voie des cavéolés, eh bien, elle va conduire à des trajets intracellulaires, à des trafics intracellulaires qui sont un petit peu différents. Alors, à nouveau, on va avoir l'action de la dynamine qui va pincer le col de l'endocytose. Un élément important, on y reviendra, c'est qu'au niveau de la membrane, vous avez des lipides. Et souvent, quand vous avez une voie d'accès, une voie d'entrée par l'endocytose via les cavéolés, eh bien, ces lipides, il va y avoir une déségrégation des lipides ou une ségrégation des lipides, en particulier du cholestérol membranaire. Il va y avoir ce que l'on appelle des raftes lipidiques. Et puis, vous voyez que le vecteur, le nanovecteur, avec son contenu en médicamenteux, va se retrouver dans une vésicule d'endocytose qui peut suivre deux trajets. Ou bien le trajet va suivre à nouveau la voie dégradative via les lysosomes, ou bien, vous le voyez, on va former ce que l'on appelle un cavéosome qui est dépourvu d'enzymes, et ça, c'est une voie non dégradative. Et vous comprenez pourquoi il est extrêmement important de bien comprendre et de bien connaître, je dirais, le trafic intracellulaire, parce qu'en fonction de la nature de la voie d'entrée, endocytose, clatrine dépendante, cavéolée, macropinocytose, phagocytose, eh bien on va se retrouver dans des réservoirs intracellulaires qui sont soit dégradatifs, soit non dégradatifs. Et ça, c'est important, évidemment, pour le médicament qui est vectorisé. Alors, on va voir maintenant comment interagissent ces nanovecteurs, ces nanomédicaments, avec toute une série de cellules naturelles de l'organisme, de cellules saines de l'organisme, et on va commencer par les macrophages. Alors ça, c'est assez simple, vous savez que les macrophages, ce sont réellement des phagocytes professionnels. Le rôle de certains macrophages, comme vous le voyez ici, eh bien, c'est en fait de faire de la phagocytose et par exemple d'internaliser les bactéries. C'est une manière qu'a l'organisme de se défendre contre les infections, c'est-à-dire que les macrophages vont internaliser les bactéries. Alors vous voyez ici un morceau de macrophage, vous voyez très bien la membrane cellulaire, les exvaginations de phagocytose, et puis vous voyez qu'ici, on a eu de la chance avec Huguette Alfandari au laboratoire il y a quelques années, à montrer qu'à l'intérieur de ces macrophages, eh bien, dans certains cas, vous avez des bactéries qui vont être capables de se multiplier. Vous voyez ici deux bactéries qui sont en train d'utiliser le macrophage pour se multiplier. Et beaucoup d'antibiotiques qui sont actifs contre ces bactéries ne le sont pas quand ces macrophages sont intracellulaires, parce que ces antibiotiques diffusent mal à l'intérieur des vésicules d'endocytose, ou bien parce qu'ils rentrent facilement mais ils ressortent facilement. Bref, on n'atteint jamais des concentrations suffisantes en antibiotiques au niveau du site d'action, c'est-à-dire au niveau du lysosome infecté. Eh bien, vous voyez que les nanoparticules, je vous l'ai dit, elles ont finalement une taille qui est proche de certaines particules naturelles entre les virus et les bactéries. Ça veut dire que le chemin qui va être suivi par les nanoparticules en termes d'internalisation par les macrophages, eh bien, c'est le même chemin que les bactéries. Et donc, on peut utiliser ces systèmes nanoparticulaires, y mettre un médicament antibiotique, et du fait que la voie d'entrée va être la même que les bactéries, eh bien, vous voyez que là aussi, on a eu de la chance. On retrouve 1, 2, 3 nanoparticules qui sont dans l'environnement immédiat de cette bactérie intracellulaire en division et donc qui va être capable de lâcher, de relarguer le principe actif dans l'environnement immédiat, je vais dire, de la bactérie intracellulaire. Donc vous voyez que là, aussi bien la bactérie que le nanovecteur a suivi la voie de la phagocytose. C'est la principale voie d'entrée pour toutes les cellules de l'organisme qui font partie des lignées que l'on appelle les macrophages. À côté des macrophages, vous avez également ce que l'on appelle des cellules endothéliales. Les cellules endothéliales, ce sont les cellules qui forment finalement les parois des vaisseaux.
et des parois de vaisseaux qui sont extrêmement imperméables aux médicaments, ce sont les cellules endothéliales au niveau de ce que l'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Et donc on s'est intéressé à la possibilité d'utiliser des nanovecteurs pour rentrer dans ces cellules endothéliales cérébrales et pour passer la barrière hémato-encéphalique. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, vous le voyez dans la partie inférieure droite de la diapositive, on a tout simplement cultivé des cellules endothéliales cérébrales de rat, en l'occurrence, peu importe, mais on peut le faire aussi avec des lignées humaines. Et vous voyez que ces cellules vont en fait croître à confluence et induire une résistance électrique au niveau, je dirais, de la membrane qui est formée par ces différentes cellules endothéliales. Et pour des raisons que je vais vous montrer, vous expliquer, on a étudié deux types de nanoparticules biodégradables, des polyhexadécylcyanoacrylates non recouvertes de polyéthylène glycol et des polyhexadécylcyanoacrylates recouvertes de polyéthylène glycol. Et on a remarqué de manière tout à fait curieuse que les nanoparticules non recouvertes de polyéthylène glycol, vous le voyez, qu'on a marquées en fait au carbone 14, on a suivi la pénétration intracellulaire, eh bien, ces nanoparticules non décorées de polyéthylène glycol ne rentrent pratiquement pas dans les cellules endothéliales. Au contraire, vous voyez que quand on décore ces nanoparticules par du polyéthylène glycol, eh bien, vous voyez qu'on a un phénomène de pénétration intracellulaire qui est extrêmement important, extrêmement rapide. Et on peut le voir en marquant ces nano-objets, en marquant ces nanomédicaments, vous le voyez, avec du rouge-Nil, qui est un colorant fluorescent. Donc ça rend les nanovecteurs, ça rend les nanoparticules rouges. On incube avec ces mêmes cellules endothéliales cérébrales. Les noyaux, vous le voyez, sont marqués en bleu. Et vous voyez très très bien dans le cytoplasme cellulaire qu'on a toute une série de ponctuations endocellulaires et périnucléaires. Ça veut dire que les nanoparticules sont bien rentrées à l'intérieur des cellules et qu'elles sont confinées, vous le voyez, en partie dans le cytoplasme cellulaire, pas dans le noyau, en partie aussi dans des fameuses vacuoles d'endocytose, ce qui fait déjà penser à un mécanisme d'internalisation par endocytose. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour le démontrer? Comment est-ce qu'on peut faire pour étudier finalement le trafic intracellulaire et comprendre quelle est la voie d'entrée des nano-objets par rapport à ces cellules endothéliales et le trafic intracellulaire? Alors, première chose que l'on peut faire, c'est ce que vous voyez dans la partie gauche de la diapositive. On va marquer ces nanoparticules au carbone 14. Et puis, on va, par différentes techniques, on va séparer, vous le voyez, d'une part, les membranes, le cytoplasme cellulaire, les vésicules d'endocytose, c'est-à-dire les endosomes, les lysosomes, et puis, vous le voyez ici, la fraction insoluble qui correspond essentiellement au noyau. Et on va faire ça au cours du temps. Alors, vous voyez très très bien qu'au niveau de la membrane, on voit au début une capture importante des nanoparticules par la membrane des cellules endothéliales, et puis vous voyez qu'on a petit à petit une diminution de la radioactivité au niveau de la membrane, simplement parce que la cellule va endocyter, internaliser dans tous les cas ces particules. On verra ensuite que c'est de l'endocytose. Et vous voyez que parallèlement à la diminution de la radioactivité au niveau de la membrane, on a une augmentation de la radioactivité au niveau des vésicules, et en particulier des vésicules d'endocytose et des lysosomes. Et ça, il n'y a rien dans le noyau, et vous voyez qu'au niveau du cytoplasme, il n'y a pas d'augmentation, aux erreurs expérimentales près, il n'y a pas grand-chose. Ça, si vous voulez, c'est un profil de distribution intracellulaire qui correspond clairement à un profil d'endocytose. Alors maintenant, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut savoir si c'est de l'endocytose qui est clatrine dépendant, qui est cavéolé dépendant? Et quel est donc le trafic intracellulaire? Alors pour cela, eh bien, on va recommencer l'expérience tout simplement en marquant ces fameuses nanoparticules avec un colorant fluorescent rouge. On les incube avec les cellules. Vous voyez que les cellules, elles sont toutes rouges, elles ont endocyté les nanoparticules, mais on ne sait pas encore par quelle voie. En B et en C, on va co-incuber les cellules, vous le voyez, avec de la philippine et avec de la nystatine. Et en fait, la philippine et la nystatine, vous le voyez, ce sont des poisons des calvéolés, c'est-à-dire que ce sont des molécules qui vont finalement bloquer la voie d'endocytose par les calvéolés.
Et vous voyez que quand on coincube avec ces bloqueurs d'endocytose via la voie des cavéolés, eh bien, vous voyez très très bien qu'on ne modifie absolument pas la capture intracellulaire des nanoparticules. Ce qui veut dire clairement que ces particules ne sont internalisées par endocytose, mais pas par la voie des cavéolés, puisque quand on bloque les cavéolés, on a toujours de la pénétration intracellulaire. Par contre, vous voyez en D et en E que si on utilise, vous le voyez, de la chlorpromazine, qui va bloquer la formation de la clatrine, de la voie des clatrines, ou encore de l'azide de sodium, qui est un inhibiteur de tous les mécanismes qui sont énergie-dépendants, eh bien, vous voyez qu'il n'y a plus de pénétration intracellulaire. Et ceci vous permet de conclure eh bien, que la capture de ces nanoparticules par l'endothélium vasculaire cérébral, par les cellules endothéliales cérébrales, eh bien, passe en réalité clairement par la voie des clatrines et non pas par la voie des cavéolés. Alors, quand on a dit ça, on sait que c'est de l'endocytose, on sait qu'on va par la voie des clatrines, mais on ne connaît pas encore les récepteurs qui sont impliqués dans ces mécanismes d'endocytose. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre ces cellules et on va tout simplement regarder au niveau de ces cellules l'expression de toute une série de récepteurs dont on sait qu'ils sont associés à une capture par endocytose par la voie des cavéolés. Alors, c'est le récepteur des LDL qu'on a bien retrouvé à la surface de ces cellules, c'est l'alpha-LRP, le récepteur alpha-LRP, et bien entendu la cavéoline. Et la première voie de pénétration intracellulaire qu'on a étudiée, eh bien, c'est la voie des LDL. Alors, parfois en recherche, on peut avoir de la chance, parce que du premier coup, eh bien, c'était cette voie-là qui était la bonne. Qu'est-ce qu'on a fait? On a incubé tout simplement toujours ces cellules endothéliales cérébrales avec les nanoparticules marquées au rouge Nil que vous voyez ici, et en bas avec les mêmes nanoparticules, mais en rajoutant un anticorps monoclonal qui va fermer la porte de l'endocytose via le récepteur des LDL. Donc c'est un anticorps qui va bloquer finalement, qui va interagir avec les récepteurs des LDL et qui va empêcher l'internalisation des nanoparticules via le récepteur des LDL. Et vous voyez que les choses sont extrêmement claires. Si on mesure l'intensité de fluorescence, vous voyez ici la pénétration intracellulaire des nanoparticules, je vais dire sans l'anticorps qui bloque la voie d'entrée et avec l'anticorps qui est un anticorps anti-LDL. Et donc on peut conclure qu'avec ce nanovecteur pégylé, avec ces cellules endothéliales, on a une capture par endocytose, par la voie des clatrines et qui se fait, vous le voyez, via le récepteur des LDL. Donc un petit peu comme c'est la même voie d'endocytose que les particules naturelles que sont les LDL. Alors, les cellules normales, il y a les macrophages, il y a les cellules endothéliales, de l'endothélium vasculaire dont on vient de parler, il y a aussi les cellules épithéliales. Donc, ce sont les cellules qui forment tous les épithéliums. Et là, je voudrais vous illustrer les interactions nanoparticules-cellules épithéliales par un travail qui a été fait dans le laboratoire d'un de mes collègues, qui est le professeur Simon Benita, qui donnera d'ailleurs un séminaire prochainement dans le cadre de la chaire d'innovation technologique, et qui a étudié en fait une couche de cellules épithéliales rénales et qui a étudié l'interaction de ces cellules épithéliales rénales avec à la fois des nanoparticules anioniques, en fait ce sont des nanoparticules d'acide polylactique copolyéthylène glycol auxquelles on a rajouté de la stéarylamine et ce sont des nanoparticules cationiques, c'est-à-dire qui sont chargées positivement. Et puis, il a fait la même étude avec des nanoparticules d'acide polylactique copolyéthylène glycol, sans stéarylamine. Ça, ce sont des nanoparticules anioniques qui sont chargées négativement. Et donc, il a voulu voir comment des particules chargées positivement et des particules chargées négativement pouvaient en effet interagir ou pas avec des cellules épithéliales rénales. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, d'une part, il a marqué les nanoparticules, vous le voyez, avec un colorant fluorescent vert. Et vous voyez que eh bien, les nanoparticules anioniques vont interagir avec la membrane des cellules épithéliales, mais les nanoparticules cationiques vont interagir beaucoup plus. C'est normal, vous savez que la membrane cellulaire est chargée négativement,
si vous mettez en face de cette membrane cellulaire des particules, des nanoparticules qui sont chargées positivement, vous allez évidemment avoir une interaction ionique extrêmement importante. Donc vous voyez que les cellules sont reconnues beaucoup plus par les nanoparticules cationiques que par les nanoparticules anioniques. Alors en rouge, on a, vous le voyez, utilisé un anticorps monoclonal qui va marquer des récepteurs membranaires de ces cellules épithéliales rénales. C'est ce que vous voyez là. Et puis en microscopie confocale, on va tout simplement regarder ici la superposition des deux couleurs. Et quand vous avez du jaune, c'est ce que vous voyez là, c'est-à-dire que vous avez une superposition de la distribution des nanoparticules, d'une part, et des récepteurs membranaires, d'autre part, et de la membrane cellulaire, d'autre part. Et vous voyez que vous avez des quantités considérables de nanoparticules anioniques qui vont se trouver au niveau de la membrane latérale de ces cellules qui sont à confluence. Et c'est pour cela que ces nanoparticules cationiques vont jouer sur les jonctions serrées entre les cellules et vont souvent être capables de jouer un rôle que l'on appelle de promoteur d'absorption en perméabilisant finalement l'espace qui est localisé entre deux cellules et donc en favorisant le passage de molécules par, je dirais, un passage qui est non pas intracellulaire mais intercellulaire. Vous voyez que c'est moins le cas des nanoparticules anioniques. Et on sait en effet que les nanoparticules cationiques peuvent jouer le rôle de promoteur d'absorption. Ça, c'est ce qui se passe en surface des cellules. Alors, plus bas, comme vous le voyez ici, que se passe-t-il à l'intérieur des cellules? Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a regardé avec les nanoparticules cationiques et anioniques. Vous le voyez comment elles se distribuent à l'intérieur des cellules sous forme de ponctuation endocellulaire et périnucléaire en vert, elles sont marquées en vert. Et puis, on a en rouge, on a marqué les lysosomes. Rappelez-vous, les lysosomes dans la voie dégradative, en particulier de la machinerie de l'endocytose par l'intermédiaire de la clatrine, c'est vraiment l'organite cellulaire qui finalise la pénétration intracellulaire. Et ensuite, eh bien, de nouveau, on va superposer les deux couleurs, la couleur rouge qui correspond au lysosome et la couleur verte qui correspond au nanovecteur. Et vous voyez qu'avec les nanoparticules anioniques, on a du jaune, c'est-à-dire que ces particules terminent dans les lysosomes. Et par contre, vous voyez qu'avec les nanoparticules cationiques, on n'a pas de jaune. Ça veut dire qu'en fait, ces nanoparticules sont capables d'échapper à la capture ou à la ségrégation, si je puis m'exprimer ainsi, à l'intérieur des lysosomes cellulaires. Et donc, ça veut dire que des particules cationiques, dans tous les cas, ces particules cationiques sont capables réellement d'échapper à la dégradation lysosomiale, et on le verra notamment dans le cours sur la thérapie génique, d'amener des molécules au niveau du cytoplasme cellulaire directement en bypassant, si je puis m'exprimer ainsi, le contact avec les lysosomes, donc c'est une voie non dégradative. Alors vous allez me dire maintenant, que se passe-t-il? Il est intéressant de voir quelle est l'interaction avec non plus des cellules normales, macrophages, cellules endothéliales, cellules épithéliales, mais avec des cellules malades, et en particulier avec des cellules cancéreuses. Quelles sont les interactions de ces nanoparticules avec des cellules cancéreuses et qu'est-ce qu'elles peuvent apporter au niveau cellulaire en termes de thérapeutique? Alors là, j'ai choisi de vous illustrer ça par un travail qui a été publié assez récemment dans Molecular Pharmaceutics par Labastewar et qui consistait à encapsuler dans des nanoparticules un gène apoptotique qui est le gène P53. Vous savez que les cellules cancéreuses souvent se développent parce que l'expression du gène P53 n'existe plus ou dans tous les cas est down-régulée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'apoptose cellulaire, les cellules cancéreuses vont se multiplier et ça peut être une des causes des processus de cancérisation. Alors, qu'est-ce qui a été fait ici? Eh bien, on a marqué tout d'abord, vous le voyez là, l'ADN avec un colorant rouge, qui est le colorant dit TOTO. C'est un colorant rouge qui va s'intercaler entre les bases de l'ADN. Et puis, les nanoparticules
de polylactique coglycolique, encore une fois, c'est un polymère biodégradable, on va les marquer en vert à la coumarine. Et on va faire à nouveau de la microscopie confocale. Si on incube, vous le voyez ici, l'ADN libre, sous forme de simples molécules. Eh bien, vous allez voir ici qu'après 2 heures, après 1 jour, les cellules sont un tout petit peu rouges. Ça veut dire qu'il y a un peu d'ADN qui est rentré. Et vous voyez d'ailleurs que si vous regardez la prolifération de ces cellules cancéreuses, jusqu'à 2 jours, ici, vous avez une diminution de la prolifération des cellules cancéreuses. Pas importante, mais une diminution quand même, ce qui prouve que l'ADN est rentré à l'intérieur des cellules. Mais vous voyez qu'après 3 jours, eh bien, la coloration rouge intracellulaire a totalement disparu. Pourquoi? Parce que l'ADN, le gène P53, va être dégradé par la machinerie enzymatique intracellulaire, et le résultat, c'est qu'on va de nouveau avoir une prolifération cellulaire importante. Dans la deuxième expérience, on a refait exactement la même expérience, mais cette fois-ci, on a mis l'ADN dans ces nanoparticules de polylactique coglycolique. Qu'est-ce qu'on voit? Après 2 heures, vous voyez que les cellules sont vertes. Après 1 jour, les cellules sont encore plus vertes. Vous voyez que les nanoparticules sont rentrées en très très grande quantité. Mais on ne voit pas de rouge. Ça veut dire que l'ADN n'a pas encore été relargué, n'a pas encore été libéré à partir des nanoparticules. Vous voyez qu'après 3 jours, on voit apparaître du rouge et du jaune. Là où il y a du jaune, ça veut dire qu'il y a colocalisation de l'ADN et du vecteur. Là où il y a seulement du rouge, ça veut dire que l'ADN a été libéré à partir des nanoparticules, probablement qui ont été dégradées au niveau intracellulaire, probablement dans le cas de l'acide polylactique coglycolique par des estérases. Et vous voyez que quand on va jusqu'à 5 jours et à 7 jours, eh bien on voit qu'on a toujours de l'ADN qui est libre et intact au niveau intracellulaire. Et le résultat, vous voyez qu'il est extrêmement clair ici, c'est qu'on va avoir sur le long terme, pendant au moins 8 jours, on va avoir une diminution de la prolifération cellulaire. Ça veut dire qu'on a bien transfecté les cellules avec le gène P53. Alors ça, on peut le voir, je dirais tout simplement en faisant des gels d'électrophorèse et des western blot et en regardant l'expression correspondante du gène. Vous voyez très bien sur la piste 2 que lorsque l'on révèle les cellules qui ont été traitées par les nanoparticules contenant le DNA P53, eh bien, on retrouve très très bien le gène à l'intérieur, l'expression du gène à l'intérieur de ces cellules. Vous voyez sur la piste 4 que quand en fait on incube l'ADN sous forme de simple plasmide, sous forme libre, eh bien, on ne retrouve pas l'expression du transgène. Et donc vous voyez en quoi, sur des cellules cancéreuses, grâce à la voie de l'endocytose, on le voit bien, on a pu exprimer l'expression d'un gène pro-apoptotique dans une cellule cancéreuse. Et il y aura un des derniers cours de la chaire qui sera réservé à tout le problème de la thérapie génique et on rentrera plus en détail dans ces domaines-là. Ça, ce sont des vecteurs que j'appelle de première génération parce qu'on n'a pas fait de chimie de surface. On n'a rien fait pour qu'ils rentrent bien dans les cellules. Vous l'avez vu, ils peuvent rentrer bien de manière relativement spontanée, en général par la voie de l'endocytose. Maintenant, on peut aller plus loin et on peut favoriser des fonctions de reconnaissance, c'est-à-dire qu'on va en fait, vous le voyez, décorer, comme vous le voyez ici, ces nanoparticules avec toute une série de ligands qui vont reconnaître des récepteurs spécifiques à la surface des cellules cancéreuses. Alors, dans notre laboratoire, on a fait une première construction qui a consisté à coupler à des nanoparticules, vous le voyez, de l'acide folique. Alors, pourquoi de l'acide folique? Eh bien, parce que vous le voyez, à la surface de certaines cellules tumorales, et en particulier les cancers de l'ovaire, c'est un marqueur tout à fait spécifique des cancers de l'ovaire, eh bien, on a l'hyperexpression d'un récepteur qui est le récepteur du folate, le récepteur de l'acide folique. Et vous voyez que si vous développez, si vous concevez des nanoparticules qui sont décorées avec l'acide folique va pouvoir reconnaître le récepteur. Il est important de bien choisir sa cible. Il faut que ce soit une cible qui, lorsqu'elle est liée à son ligand, lorsque le récepteur est lié à son ligand, il faut que le complexe ligand-récepteur soit internalisé dans la cellule.
C'est comme ça que vous allez avoir une voie d'entrée dans la cellule. Donc il faut choisir le ligand dont on sait qu'il sera internalisé par la cellule, et c'est ce que l'on a fait parce qu'on sait qu'en effet, le récepteur de l'acide folique est un récepteur qui est internalisable. Alors donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a préparé ces nanoparticules décorées par l'acide folique, et puis à l'intérieur de ces nanoparticules, on a mis un colorant fluorescent. Et on a incubé ces nanoparticules, vous le voyez, avec deux types de cellules. Les cellules KB, qui sont en fait des cellules cancéreuses qui hyperexpriment le récepteur de l'acide folique, et une autre lignée tumorale qui sont les cellules MCF7, qui, elles, eh bien, elles n'ont pas de récepteur d'acide folique, ou enfin pratiquement pas. Si vous incubez, alors on a simplement, vous le voyez ici, marqué la membrane cellulaire avec un colorant fluorescent. Ce qu'il faut regarder, c'est ces deux carrés ici et ces deux carrés-là. Si vous incubez les cellules KB qui hyperexpriment, comme vous le voyez ici en western blotting, le récepteur de l'acide folique, avec les nanoparticules folatées, eh bien, vous voyez qu'elles rentrent dans les cellules de manière extrêmement importante. Si vous incubez les nanoparticules non folatées, eh bien, vous voyez qu'elles ne rentrent pas dans les cellules. Maintenant, si vous refaites la même expérience avec les cellules MCF7, vous voyez que ces cellules n'ont pas de récepteur d'acide folique, eh bien, vous voyez que les nanoparticules folatées ne vont pas rentrer à l'intérieur de ces cellules. Et donc, vous voyez que simplement en mettant un ligand, vous allez pouvoir non seulement reconnaître de manière sélective tel type de cellule et pas tel autre type de cellule, donc vous allez pouvoir faire ce que l'on appelle du tri sélectif, de la vectorisation à l'échelle cellulaire, mais en plus, si vous choisissez bien le récepteur, eh bien vous allez avoir un phénomène d'internalisation intracellulaire qui serait évidemment augmenté par rapport aux nanoparticules qui n'auront pas été décorées par l'acide folique. Autre expérience intéressante qui a été faite et qui vous montre l'intérêt d'avoir un ligand, ce sont des nanoparticules qu'on a appelées nanovésicules. C'est une équipe de Suisse qui a fait ça, de l'université de Bâle, que l'on appelle des nanovésicules et qui sont fonctionnalisées par un élément de reconnaissance qui est l'acide, vous le voyez ici, l'acide polyguanylique qu'on va appeler poly-G. Pourquoi? Parce que cet acide polyguanylique est capable de reconnaître, vous le voyez ici, les macrophages activés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait comme construction? Eh bien, ils ont réalisé, vous le voyez, des nanocapsules, des nanovésicules, à base d'un copolymère à tribloc, que l'on appelle ABA. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça ABA? A, c'est un poly de méthyloxazoline, qui est représenté ici par la couche extérieure en bleu. B, c'est un diméthylsiloxane que l'on a ici au niveau de la couche orange. Et puis, on a de nouveau A, à savoir le méthyloxazoline que l'on a de nouveau ici à l'intérieur en bleu. Donc, vous voyez, ce copolymère à tribloc va former finalement la membrane de la vésicule. On va ensuite équiper la surface de cette vésicule par le poly-G, par l'acide polyguanylique. Et vous voyez qu'au centre, on va mettre de l'albumine qui est rouge, c'est-à-dire qui va être marqué avec un marqueur fluorescent rouge. Et on va, vous le voyez, incuber cette construction avec des macrophages activés par THPA. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, il faut avoir de bons yeux, hein. Eh bien, on voit ici en D que vous avez toute une série de vésicules d'endocytose qui sont rouges, simplement parce que ces nanoparticules fonctionnalisées par l'acide polyguanique sont capables de rentrer au niveau intracellulaire. Si vous incubez en E et en F, soit les vésicules sans ligand de reconnaissance, sans poly-G, soit de l'albumine sous forme libre, eh bien, vous voyez qu'il n'y a pas de marquage fluorescent au niveau intracellulaire. Et encore une fois, la question s'est posée de savoir quelle est la voie de l'endocytose. Et l'expérience qui a été faite ici par ces chercheurs de l'université de Bâle, ça a été de prendre cette fois-ci des LDL, des lipoprotéines de basse densité, et de les marquer avec l'alexafluor qui donne une couleur verte. Et vous voyez que la couleur verte, on la voit ici, elle est bien située au niveau intracellulaire des cellules. Donc les LDL rentrent bien dans les cellules.
Si on incube ensuite les nanovésicules de poly-G, eh bien vous voyez qu'elles vont rentrer à ce moment-là également dans des vacuoles d'endocytose. Et ensuite, on fait la superposition des deux colorations, et vous voyez très bien ici qu'on a du jaune. Ça veut dire que ces deux types de particules, LDL d'une part, qui sont des particules naturelles, et nanovésicules d'autre part, se trouvent dans les mêmes compartiments d'endocytose. Et donc, ça veut dire que ces nanovésicules ont bien suivi, encore une fois, le trajet des LDL pour rentrer au niveau intracellulaire. C'est encore une fois de l'endocytose via l'éclatrine. Et vous voyez que quand on incube ces nanovésicules avec toute une série d'autres cellules qui n'ont pas les récepteurs à poly-G, c'est-à-dire ce que l'on appelle les scavenger récepteurs, eh bien, vous voyez qu'il n'y a pas de pénétration intracellulaire. Donc, vous voyez qu'encore une fois, c'est du ciblage qui est tout à fait sélectif. Quelle est la distribution intracellulaire? Eh bien, on fait toujours la même chose. On va marquer avec un fluorophore les compartiments intracellulaires et on va marquer avec un autre fluorophore le vecteur. Le vecteur, vous le voyez, il est rouge, il est toujours rouge, puisqu'on a de l'albumine qui est marquée à la rhodamine à l'intérieur. Et ici, en vert, on a marqué les lysosomes. Ensuite, on a incubé les nanovésicules qui sont rouges. Et vous voyez que quand on fait la superposition des deux colorations, on a du jaune. Donc, on a bien une voie d'endocytose qui finit dans les lysosomes. C'est une voie dégradative. Alors, les chercheurs ici se sont intéressés aux autres organites subcellulaires. Ils ont marqué les noyaux en bleu. Ils ont marqué ici en vert, vous le voyez, le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi. Ici en vert, dans le bas, les mitochondries. Et en rouge, vous avez la distribution subcellulaire des nanovésicules. Et vous voyez qu'on a du jaune au niveau du réticulum endoplasmique, ce qui veut dire qu'en effet, on a une colocalisation au niveau de l'appareil de Golgi et du réticulum endoplasmique. Mais vous voyez qu'au niveau des mitochondries, on a du rouge et du vert, les deux colorations sont séparées, les deux colorations sont disjointes, et ceci veut dire absolument clairement qu'il n'y a pas de localisation de ces nanoparticules au niveau des mitochondries. Alors, on peut utiliser ces nanovésicules comme étant réellement des nanoréacteurs intracellulaires. Alors, quelle est l'expérience qui a été faite pour vous montrer cela? Eh bien, on a tout simplement préparé les nanovésicules et on a encapsulé dans ces nanovésicules de la trypsine, qui est une enzyme. Et les cellules, vous le voyez ici, on les a chargées avec un substrat hydrophobe qui s'appelle le Bzipar. Peu importe, ce qui est important de retenir, c'est qu'en fait, c'est un colorant, que ce colorant, on ne le voit pas, et on ne le voit qu'à partir du moment où il est hydrolysé par la trypsine. Ça veut dire que si vous voyez du colorant au niveau intracellulaire, ça veut dire que, 1, les particules sont rentrées, et que 2, elles ont libéré la trypsine pour pouvoir faire l'activité d'hydrolyse au niveau du colorant en question. Alors, vous voyez que si vous utilisez les nanovésicules qui sont fonctionnalisés par le poly-G, eh bien, vous voyez qu'on va hydrolyser le colorant et vous voyez que ceci prouve qu'effectivement, la trypsine a été relarguée au niveau intracellulaire. Si vous prenez les mêmes vésicules, mais cette fois-ci qui n'ont pas de poly-G, eh bien, vous voyez qu'il n'y a absolument aucune et qui sont quand même remplis de trypsine, eh bien, vous voyez que vous n'avez absolument aucune activité. Donc, ces nanovésicules peuvent aussi être utilisés comme nanoréacteurs à l'intérieur des cellules. On peut aller plus loin et améliorer la pénétration intracellulaire en fonctionnalisant les nanovecteurs avec des ligands très particuliers qui vont favoriser la pénétration intracellulaire et notamment avec des lipides transmembranaires. Et un ligand transmembranaire particulièrement intéressant, c'est le peptide TAT. Pourquoi le peptide TAT? Eh bien, parce qu'on sait maintenant que le virus du sida, virus HIV, rentre dans les cellules probablement avec un rôle important de la protéine TAT et on connaît la séquence peptidique qui est responsable de cette pénétration intracellulaire du peptide. Et donc l'idée, évidemment, c'est de dire on va utiliser TAT
pour évidemment favoriser la pénétration intracellulaire des nanomédicaments. Alors ici, il y a une publication relativement récente qui est parue dans Nature Medicine et que je trouve extrêmement astucieuse et qui a été réalisée pour comprendre comment le peptide TAT pouvait rentrer à l'intérieur des cellules. Alors qu'est-ce qui a été fait? On a pris des cellules et on a transfecté ces cellules, vous le voyez ici en vert, avec le gène de la green fluorescent protein. C'est une protéine qui va rendre les cellules fluorescentes vertes. Mais couplé à cette green fluorescent protein, on a ce que l'on appelle le codon stop, c'est-à-dire que l'on a un codon qui va empêcher l'expression, je dirais, du gène. Et donc, telles quelles, ces cellules qui sont équipées de ce plasmide ne sont pas fluorescentes. Pour être fluorescentes, eh bien, il faut faire intervenir une protéine que l'on appelle la protéine Cré. Et cette protéine va être capable d'exciser le codon stop. Et si le codon stop est excisé, eh bien, on va avoir l'expression de la green fluorescent protein, c'est-à-dire que les cellules vont devenir vertes. Il y a toutefois un petit problème. Un petit problème, c'est que cette protéine Cré, vous le voyez, eh bien, en réalité, elle ne rentre pas dans les cellules. Et vous le voyez, si vous regardez ici la fluorescence intracellulaire des cellules non traitées, vous voyez qu'elles sont très peu fluorescentes. On est à gauche, vous le voyez, de l'axe des Y logarithmiques. Si vous traitez ces cellules par Cré, eh bien, vous voyez très bien que vous n'avez pas de fluorescence non plus, pas beaucoup de fluorescence. On est dans les faibles zones de fluorescence. Si vous traitez par contre ces cellules par la protéine Cré, à laquelle on a fixé le peptide TAT, eh bien, vous voyez qu'on déplace la fluorescence vers la droite, c'est une échelle logarithmique, ça veut dire que toutes les cellules deviennent fluorescentes. Et donc, vous voyez que TAT est capable d'emmener une protéine au niveau intracellulaire. C'est vraiment un peptide que l'on peut appeler transmembranaire ou passe-muraille. Alors, quelle est la distribution subcellulaire de ce peptide? Comment est-ce qu'il rentre dans les cellules? Eh bien, vous voyez, on va marquer le peptide TAT avec sa protéine Cré en vert. Vous voyez la distribution intracellulaire. On va marquer les lysosomes intracellulaires en rouge. Et puis, de nouveau, on va surimposer les deux fluorescences. Tout est jaune. Ça veut dire que TAT rentre bien par endocytose et est localisé au niveau des lysosomes cellulaires. Quel type d'endocytose? C'est un petit peu plus compliqué. Il faut savoir que c'est encore à l'heure actuelle dans le monde scientifique l'objet de débats absolument passionnés. Mais ce que l'on peut dire, c'est que c'est de l'endocytose, et c'est de l'endocytose qui est en relation probablement avec la voie des cavéolés, parce que quand vous mettez des molécules qui vont être capables de dépléter ou de séquestrer le cholestérol, comme les bêta-cyclodextrines ou comme la nystatine, eh bien, vous voyez que vous avez une diminution de la fluorescence des cellules. Alors, quand on joue sur le raft des lipides, on a tendance à dire que c'est plutôt de l'endocytose par la voie des cavéolés. Bref, ce qui est important de savoir, c'est que ce peptide, c'est vraiment un peptide transmuraille qui passe, je dirais, à l'intérieur des cellules, probablement par une voie d'endocytose. Alors, évidemment, l'idée de beaucoup de chercheurs a été de dire on va faire des nanovecteurs et on va décorer ces nanovecteurs par le peptide TAT. Alors, est-ce que ça marche? Eh bien, il y a notamment l'équipe de Torchilin à Boston, aux États-Unis, qui a fait un travail très intéressant parce que vous le voyez, il a fait des liposomes et il a décoré ces liposomes, il a recouvert ces liposomes en surface du peptide TAT et à l'intérieur des liposomes, eh bien, il a mis le gène de la green fluorescent protein. Ça veut dire que si ces liposomes rentrent dans les cellules deviennent vertes. Si les liposomes ne rentrent pas dans les cellules ne deviennent pas vertes. Et vous voyez que lorsque vous avez des liposomes qui ne sont pas fonctionnalisés par le peptide TAT, incubés, vous le voyez, avec des cellules tumorales cérébrales, ces cellules ne sont pratiquement pas vertes, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de transfection, il n'y a pratiquement pas de pénétration intracellulaire. C'est un gliome, si je me rappelle bien, c'est des cellules qui endocytent très peu. Vous voyez en revanche ici que si ces mêmes liposomes sont fonctionnalisés par TAT, toutes les cellules deviennent vertes. Ça veut dire qu'on a bien transfecté ces cellules par le gène de la green fluorescent protein.
On a été plus loin et on a pu également décorer un certain nombre de nanoparticules, et en particulier de nanoparticules d'oxyde de fer, par le peptide TAT, et faire pénétrer ainsi dans les cellules des particules d'oxyde de fer, donc des particules métalliques. Cette fois-ci, on est dans le domaine des nanovecteurs métalliques. Alors, qu'est-ce qui a été fait ici? C'est une publication un petit peu plus ancienne qui est parue dans Nature Biotechnology. On a, vous le voyez, un cœur d'oxyde de fer qui est magnétique. En surface de ce cœur d'oxyde de fer, c'est le verre que vous avez ici, on a du dextran, et on va utiliser, vous le voyez, un dextran qui va être un dextran aminé. Et puis, on va tout simplement coupler à ce dextran aminé, ici, par une fonction thiol, eh bien, on va coupler le fameux peptide TAT, que l'on va également coupler lui-même avec un colorant fluorescent qui est la FITC. Donc, on a une particule d'oxyde de fer décorée par le peptide TAT, et ce peptide TAT lui-même étant rendu fluorescent. Et ça nous permet évidemment de suivre la pénétration intracellulaire. Alors, vous voyez qu'on a pris ici en A, B, C et D 4 types de cellules différentes, des cellules CD4-34 positifs, des progéniteurs cellulaires neurales, de cellules neurales, des lymphocytes CD4+, des splénocytes de souris. Vous voyez que la pénétration intracellulaire des nanoparticules d'oxyde de fer décorées par le peptide TAT sont chaque fois beaucoup plus importantes que la pénétration intracellulaire du peptide TAT, qui est appelé Clio, des nanoparticules qui sont appelées Clio ici, et qui n'ont pas en surface de peptide TAT. Donc vous voyez que ici c'est vraiment une approche biomimétique. Pourquoi? Parce que finalement, on a utilisé la machinerie d'internalisation intracellulaire du virus du sida, on l'a appliqué à un nanovecteur artificiel, et vous voyez que ça nous permet de rentrer de manière beaucoup plus importante, extrêmement plus importante, dans pratiquement tous les types de cellules. Et on peut confirmer tout cela notamment par cytométrie de flux. Alors vous voyez ici une cellule dont on a coloré le noyau en rouge par l'iodure de propidium. Si on incube les nanoparticules qui sont fonctionnalisées par TAT, eh bien vous voyez qu'elles se distribuent essentiellement, non pas tellement au niveau du noyau, mais au niveau du cytoplasme cellulaire. Et vous voyez ici qu'en cytométrie de flux, voilà, je dirais, la fluorescence des cellules non traitées par les nanoparticules d'oxyde de fer décorées par le peptide TAT. Dès qu'on décore ces nanoparticules par le peptide TAT, qu'on les rend fluorescentes, qu'on les incube avec les cellules, eh bien vous voyez qu'on allume les cellules, elles deviennent vertes, elles deviennent fluorescentes parce que, je dirais, ces nanovecteurs pénètrent à l'intérieur des cellules. Je voudrais maintenant vous parler de vecteurs intelligents et notamment de vecteurs dits intelligents parce que pH sensibles. Alors, vous savez qu'au niveau des tumeurs, vous avez souvent une petite diminution du pH dans l'environnement interstitiel tumoral. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est intéressant de développer des systèmes nanoparticulaires qui vont être sensibles au pH, qui vont être sensibles à un stimuli qui est dans l'environnement même des cellules. Et on va voir en quoi ce type de vecteur pH sensible va pouvoir mieux délivrer aux cellules son contenu en médicaments. Alors, qu'est-ce qui a été fait ici? Eh bien, on a tout simplement utilisé un copolymère d'acide polylactique, toujours ce polymère biodégradable et biocompatible, copolymérisé avec le polyéthylène glycol, qui va éviter l'opsonisation, lui-même copolymérisé avec un polyaminoacide qui est la polyhistidine, elle-même fonctionnalisée, je m'excuse, c'est un peu compliqué, mais vous allez voir après, c'est simple, elle-même fonctionnalisée avec la biotine. Alors, pourquoi la polyhistidine? Eh bien, tout simplement parce que la polyhistidine, vous le voyez, en fait, à pH neutre, elle est neutre. Et quand on est à pH acide, eh bien, la polyhistidine va se protoner. Et donc, il va y avoir une modification de configuration.
Et cette modification de configuration, vous la voyez ici. Bon, il faut savoir que ce polylactique acide, copolyéthylène glycol, copolyhistidine fonctionnalisé par la biotine forme, vous le voyez, des micelles qui font une centaine de nanomètres et dont vous voyez ici la morphologie, si je puis m'exprimer ainsi, en microscopie à force atomique. Et si vous regardez la surface de ces micelles, eh bien, vous voyez que le cœur du micelle va être essentiellement formé par l'acide polylactique. Vous voyez ici les cheveux de polyéthylène glycol qui sont hydrophiles, mais au bout de ces cheveux, eh bien, il y a, vous le voyez, la polyhistidine, et au bout de la polyhistidine, eh bien, vous avez la biotine. Or, la polyhistidine, quand elle n'est pas ionisée, elle est hydrophobe. Et donc, elle va venir coller à la surface de la nanomicelle. Et de ce fait-là, vous le voyez, la biotine ne va pas être exposée. La biotine est incapable de reconnaître la cellule. Ça, c'est ce qui se passe, vous le voyez, à pH 7. Si vous diminuez le pH entre 6,5 et 7, la polyhistidine va devenir cationique. Donc, vous allez avoir de la répulsion électrostatique, votre molécule va devenir hydrophile et vous allez avoir une exposition de la biotine. Et si vous êtes au-delà, en dessous de pH 7, eh bien là, vous allez avoir une déstructuration totale de la micelle. Alors, comment peut-on démontrer que ça se passe bien comme ça? Première chose, eh bien, c'est en faisant ce que l'on appelle un test avidine-biotine. Je vous rappelle donc que le bout de certaines chaînes de polyéthylène glycol, il y a de la biotine. Or, la biotine, elle aime l'avidine. Or, au niveau de l'avidine, vous avez 4 sites de fixation de la biotine. Et donc, si vous avez plusieurs particules qui ont de la biotine qui s'exprime, qui est émise vers l'extérieur, je dirais, du cœur du micelle, eh bien, vous allez avoir de l'agrégation. Et on va donc mesurer cette agrégation en fonction du pH. Alors, que se passe-t-il? Quand on est à pH neutre, vous voyez pH 9, pH 8, pH 7, vous voyez la biotine, elle est là. Elle ne s'exprime pas, elle est collée à la surface du micelle. Donc, on n'a pas de modification de la turbidité. À partir de pH 7, on va avoir une diminution de la turbidité tout simplement parce que la biotine, vous le voyez, va s'exprimer, va interagir avec la molécule d'avidine, il va y avoir des réseaux de particules, de l'agrégation de particules, de la précipitation, et donc on va avoir une diminution de la turbidité. Et vous voyez que, bien entendu, si on ne met pas de biotine, eh bien on n'a pas de modification de la turbidité du système. Alors tout ça, on peut le voir également en fluorescence. On va cette fois-ci mettre dans le cœur de ces nanomicelles un colorant fluorescent. Et on va incuber ces nanomicelles fluorescentes avec des cellules, en particulier avec des cellules MCF7 qui sont des cellules cancéreuses. Vous voyez qu'à pH 7,4, la biotine qui doit reconnaître le récepteur à la surface des cellules cancéreuses, à pH 7,4, la biotine est collée au cœur de la micelle, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de pénétration intracellulaire. À pH 7,2, même chose, il n'y a pas de reconnaissance intracellulaire, on est toujours dans cette configuration supramoléculaire-ci. À pH 7, eh bien, vous voyez là que tout d'un coup, la polyhistidine va se protoner, la biotine va s'exprimer en surface des particules, on va avoir une pénétration intracellulaire, et donc à pH 6,8 aussi. Et donc vous voyez comment on peut préparer des objets qui, à 0,2 unités pH, vont rentrer ou ne vont pas rentrer dans les cellules cancéreuses. Alors vous allez me dire maintenant, on va remplacer le colorant fluorescent par tout simplement un médicament. Et le médicament que l'on a choisi, c'est la doxorubicine. Et là, la doxorubicine, elle a un petit avantage, c'est que c'est un anticancéreux, mais qui a, je vais dire, une fluorescence rouge. Et donc les cellules apparaissent en rouge si la nanomicelle a bien délivré au niveau intracellulaire, je vais dire, son contenu en doxorubicine.
Alors, vous voyez ici APH 7,4, APH 7,2, APH 7, APH 6,8. Vous voyez que si on suit la fluorescence de la doxorubicine, APH 7,2, il n'y a pas de pénétration intracellulaire de la doxorubicine. APH 7, elle pénètre au niveau intracellulaire et bien sûr également APH 6,8. Et parallèlement, vous pouvez suivre la cytotoxicité. Vous voyez que en noir, APH 7,4 et APH 7,2, quand on incube ces nanomicelles chargées en doxorubicine avec les cellules cancéreuses, il n'y a pas d'activité anticancéreuse, parce que la biotine n'est pas capable de reconnaître son ligand et ne va pas induire la pénétration intracellulaire des nanoparticules. Par contre, vous le voyez, une fois que vous atteignez un pH de 7 et a fortiori de 6,8, eh bien vous voyez apparaître de la cytotoxicité. Je vais terminer cet exposé en vous montrant qu'on peut aussi utiliser des nanovecteurs comme outil d'observation des cellules et même de phénomènes extrêmement discrets au niveau intracellulaire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait clairement? On a utilisé un polymère, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui est un copolymère de polyéthylène glycol, ici en rouge, de polyalkyl hexadécylcyanoacrylate, ici en bleu, et on a fixé un colorant fluorescent qui est de la rhodamine, mais vous le voyez, on peut fixer d'autres colorants fluorescents et on peut à peu près obtenir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et là, on n'a pas encapsulé le colorant, mais on l'a fixé de manière covalente. Conclusion, on est sûr que le colorant reste associé au polymère, reste associé au nanovecteur. Et vous voyez qu'on peut avoir des images intracellulaires où on voit bien ces fameuses vésicules d'endocytose dont je vous parlais au début du cours. Mais ce qui est particulièrement intéressant, et c'est un travail qui vient d'être fait très récemment dans notre équipe par Davide Brambilla, c'est que l'on peut observer des phénomènes extrêmement discrets, comme par exemple les mitoses cellulaires. On a en fait incubé ici, encore une fois, ces fameuses cellules endothéliales cérébrales avec des nanoparticules donc, qui ont été couplées à de la rhodamine, couplées de manière covalente. Alors, regardez bien cette cellule ici. Eh bien, c'est une cellule qui va entrer en mitose. Vous voyez qu'on voit très bien déjà le début, en particulier ici, de l'anaphase qui se fait. Vous voyez ici l'anaphase, on la devine. Vous voyez qu'elle évolue ici. Vous voyez qu'ici, on arrive au début de la télophase. La cellule se divise et vous avez les deux cellules filles. Et donc, vous voyez qu'on peut suivre tous ces événements, je dirais, de mitose cellulaire en passant par l'interphase, la prophase et l'anaphase, en utilisant des nanovecteurs qui sont fonctionnalisés, si je puis m'exprimer ainsi, par des colorants fluorescents. Et donc, vous voyez que les nanovecteurs, à côté d'être des vecteurs de médicaments, peuvent être également des outils pour étudier de manière fondamentale, je dirais, la physiopathologie de certaines cellules. Que peut-on dire finalement au titre de conclusion sur les interactions entre les nanovecteurs et les cellules? Eh bien, tout d'abord, les nanovecteurs, que ce soit des nanoparticules, que ce soit des liposomes, que ce soit des micelles, vont interagir avec les cellules, mais ça va dépendre de la nature du vecteur et de la nature de la cellule, du polymère qu'on va utiliser, s'il est pH sensible, s'il n'est pas pH sensible, de la cellule, est-ce que c'est une cellule endothéliale, est-ce que c'est une cellule cancéreuse, est-ce que c'est un macrophage. Les interactions vont être assez différentes. Les mécanismes d'internalisation, vous êtes convaincus qu'il y en a toute une série, mais les deux principaux, les deux plus fréquents, c'est l'endocytose, et en particulier l'endocytose par la voie des clatrines, lorsqu'on s'adresse à ce que l'on appelle des non-phagocytes professionnels, c'est de la phagocytose quand on a affaire aux macrophages qui sont réellement des phagocytes professionnels. On peut fonctionnaliser ces nanovecteurs à l'aide de ligands, ce qui permet évidemment d'accroître la pénétration intracellulaire. Et d'une manière générale, vous l'avez compris, le grand avantage de cette approche, c'est de développer des nanotechnologies qui permettent de favoriser la pénétration intracellulaire de molécules qui finalement ne diffusent pas spontanément à l'intérieur des cellules et donc finalement d'aller rechercher éventuellement des vieux médicaments
qui sont inefficaces parce qu'ils ne rentrent pas dans les cellules, de les associer à ces systèmes nanovecteurs et d'avoir des médicaments plus efficaces. Je vous remercie pour votre attention.